Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous demander un service. De m'aider à nourrir l'algorithme qui pousse les podcasts pour permettre à de plus en plus de monde de le connaître, ce podcast, pour s'inspirer et pour agir. Et pour le nourrir, il faut lui envoyer des étoiles et des commentaires. C'est possible maintenant sur Apple Podcast, mais également sur Spotify. Alors je compte sur vous, chers auditeurs et chères auditrices. Notez, commentez. Alors aujourd'hui, j'ai un invité un peu particulier, car c'est un dirigeant avec lequel j'ai travaillé il y a quelques années au sein d'HSBC en France. J'ai eu la chance de travailler pour ce groupe en France et à l'étranger, la chance aussi d'y travailler avec des dirigeants au profil et de nationalités très différents. Énarques, ingénieurs, commerciaux, universitaires, autodidactes, français, anglais, écossais, irlandais, américains, sri-lankais, indiens, chinois, et j'en passe. Et avec des parcours très variés. Certains sont restés dans la banque, d'autres ont depuis fait de tous autres métiers. De quoi sacrément chambouler l'image qu'on peut avoir de la banque. Je reviens à l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, c'est avec l'un d'entre eux que j'ai souhaité échanger. Et c'est donc avec Pierre Ruhlmann. Pierre mène depuis quelques années une transformation remarquable au sein des réseaux bancaires de BNP Paribas, avec une approche qui combine l'humilité du faiseur, la rigueur et la méthode de l'ingénieur, et l'innovation, celle des esprits engagés et ouverts sur le monde. Parce que Pierre a effectivement toujours été très engagé dans différentes causes, dont celle de la diversité en entreprise, un autre sujet sur lequel nous avons été amenés à collaborer. Alors Pierre nous parle ici de l'impact de l'agile sur la fonction et la posture managériale, mais de l'impact également pour les collaborateurs, sur leur autonomie, leur responsabilisation, leur employabilité, leur engagement aussi et leur fierté. Leur fierté étant fortement liée à leur utilité et à l'impact client de ce nouveau mode d'organisation. Pierre nous fait donc bénéficier de son expérience, de son recul, nous parle des résultats concrets de cette démarche. J'y ai trouvé des pistes d'action à bien des problématiques qui se posent en entreprise aujourd'hui. Je vous propose de les découvrir. Bonjour Pierre. Bonjour Delphine. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui ici à la BNP et je vais te proposer de commencer à te présenter. Donc je suis Pierre Ruhlmann, je suis le Chief Operating Officer de la banque commerciale en France de BNP Paribas. Je suis depuis un peu plus de 5 ans. J'avais avant une expérience assez longue chez HSBC Crédit Commercial de France. Et aujourd'hui ici, en fait, derrière la fonction de CEO classique, j'ai plusieurs rôles. Donc d'abord dans ma fonction de CEO, je couvre des dimensions opérationnelles très classiques autour de l'informatique, des opérations, l'animation du contrôle permanent, le programme réglementaire, des choses diverses et variées. Je suis aussi, sans en avoir le titre, mais je suis le Chief Transformation Officer. J'ai coordonné le plan de transformation précédent des DDF 2020, la banque commerciale en France s'appelait Banque de détail en France jusqu'à un passé récent. On y reviendra peut-être. Et on est en train de lancer, on a annoncé cette semaine que le groupe lançait un nouveau plan de transformation dans lequel la banque commerciale s'inscrit. Et je suis à ce titre-là l'animateur, le coordinateur de ce nouveau plan de transformation au sein de BCEF pour animer et coordonner auprès de Marguerite Bérard, qui est notre directrice, avec les métiers, ce plan de transformation. Et puis on vient de créer, je pense que ça va être le principal sujet de notre discussion aujourd'hui, on vient de créer une entité qui s'appelle Business Solutions, qui vise à soutenir notamment le métier retail, mais pas seulement, mais principalement le métier retail, dans cet effort de transformation en mettant en œuvre les méthodes agiles. Et à ce propos-là, les tribes, ce que nous on appelle domaines, on les a mises dans une entité qui s'appelle Business Solutions et qui porte assez bien son nom et qui vise à apporter des solutions au business
et notamment en métier retail. Donc voilà à peu près mon périmètre de responsabilité. Et pourquoi cette mise en place de Business Solution? Pour plusieurs raisons. La première raison, et on rentrera dans le détail, c'est vraiment la mise en place de l'agile à l'échelle, qui est à la fois un changement d'organisation, un changement de méthode de travail, un changement d'état d'esprit. C'est un assez gros bouleversement, et on a commencé à le faire par anticipation de l'annonce du plan stratégique dans le calendrier. On a beaucoup on drive beaucoup cette mise en place de l'agile à l'échelle en se disant que c'est d'abord pour servir le métier, servir le client et servir le métier avec une forte responsabilisation des métiers. Et à ce propos-là, c'est nouveau, c'est très nouveau avec la mise en place de l'agile à l'échelle, et on a considéré qu'il fallait avoir une structure un peu plus dédiée là-dessus pour pouvoir le faire. Donc c'est ça la genèse de cette entité. Et alors, du coup, parce que vous avez déjà du recul, vous avez déjà mis en place beaucoup de choses, j'aurais voulu que tu nous éclaires sur les impacts que ça a eu côté management, dans la posture managériale, de part et d'autre, on va dire, et aussi côté expert. Alors je viens de le dire, hein, l'agile c'est un bouleversement à plein d'égards, et c'est vrai qu'à la frontière entre le savoir-faire et notamment les méthodes de travail et le savoir-être, qui sont plutôt des sujets de posture et de valeur, le management, la fonction managériale, elle est singulièrement impactée dans différentes composantes. On a besoin de managers qui embrassent plus large, et notamment au-delà de leur propre périmètre de responsabilité hiérarchique. Et puis comme on aplatit les organisations, il faut se le dire, et c'est un discours de vérité qu'on tient ici chez BNP Paribas, on a besoin d'un peu moins de managers. On n'a pas besoin de moins de personnes, mais on a besoin de moins de managers. Et pour faire une bonne transformation et accompagner les équipes et les avoir toujours à nos côtés pour qu'elles soient fières et qu'elles continuent d'être engagées, on cherche à développer de nouvelles compétences auprès de ces managers qui auront à terme moins de responsabilités en termes managériales. On cherche à les développer notamment sur des thématiques d'expertise. Et donc c'est vrai que c'est bien dans ta question de lier les deux, parce que on a des managers fonctionnels qui doivent englober plus large, qui doivent donner de l'autonomie aux équipes et être en même temps plus en responsabilité, en animation et en coordination, et en même temps s'appuyer sur des expertises qui sont extrêmement plus fortes. On prend un peu toujours le même exemple, hein, dans l'informatique, on a une grande transformation qui est que nos informatiques, c'était devenu, je caricature un tout petit peu le débat, c'était devenu des équipes qui faisaient plus que de la chefferie de projet, où il y avait que des chefs de projet, et toute la partie développement, qui était pourtant la partie noble de l'informatique il y a encore 10 ans, elle était totalement sous-traitée à des tiers, à des prestations extérieures. Dans la modalité agile, pour être plus réactif avec les nouvelles technologies, la valeur du développement, la compétence de développement, elle reprend toute son importance. Et donc il y a un travail de fond qui est mené à l'IT pour dire auprès d'un certain nombre de collaborateurs, nous on vous accompagne, vous retournez entre guillemets à l'école, à l'université, vous apprenez les nouveaux langages, on améliore votre employabilité. La contrepartie, c'est vous perdez peut-être un peu de management, mais en fait à l'arrivée vous n'y perdez pas, parce que vous êtes de nouveau dans le marché, vous avez appris de nouvelles choses, vous êtes extrêmement compétent, vous êtes beaucoup plus en proximité avec le métier, et donc beaucoup plus en proximité avec les clients. Et donc voilà, on cherche à entamer ces mutations auprès de ses collaborateurs. Et puis l'autre enjeu, parce que là j'ai parlé de ceux qui perdent, mais il y a ceux, je vais pas dire qui gagnent, mais qui voient leur fonction managériale transformée. C'est pas la même chose de manager hiérarchiquement que de manager fonctionnellement. C'est-à-dire manager hiérarchiquement, c'est pas très difficile, enfin entre guillemets, tu donnes des ordres, t'es respecté et tout va bien. Là, c'est comment, au-delà de ton périmètre hiérarchique, sur des collaborateurs, des fonctions qui ne se sont pas directement rattachées, comment tu les engages dans ton projet, dans ton challenge, même parfois dans la difficulté auquel tu es confronté, et
pour lequel ils vont t'aider à résoudre ou à avancer. Donc ça, c'est assez fort. C'est assez fort pour le manager. C'est un vrai changement de culture. Et c'est assez fort pour les collaborateurs qui se disent, mais finalement, il y a quelqu'un qui n'est pas mon responsable direct, mais sur lequel je peux apporter de la valeur. Et du coup, est-ce que tu vois déjà un impact sur le taux d'engagement concret des collaborateurs, la facilité à prendre des responsabilités? Alors, au-delà du management, alors nous on a un très gros challenge autour de l'engagement des collaborateurs. On est dans le plan qu'on vient d'annoncer, je le dis de nouveau, et notamment pour la Banque commerciale en France, ce sujet qui était dans le plan précédent, on l'avait déjà dit, on était très orienté client. Bien évidemment, on écoutait les collaborateurs, mais probablement pas suffisamment. Et puis on a fait un gros programme d'efficacité et donc forcément ça crée un peu de tension. Donc on a voulu absolument dans ce plan-ci de dire non mais on va remettre aussi les collaborateurs au cœur de notre préoccupation, au cœur de notre plan. Et donc on parle de cette fameuse symétrie des attentions en disant on doit apporter autant d'importance à la satisfaction des clients qu'à l'engagement des collaborateurs. Et assez souvent ça se rejoint en plus de ça. On mesure à l'équivalent du NPS pour les clients, on a un NPE pour les collaborateurs, un score d'engagement pour les collaborateurs, et qui se mesure de la même manière que le NPS avec des promoteurs et des détracteurs. Mais on voit que les collaborateurs ils sont engagés. Et pourquoi ils sont plus engagés notamment, et c'est un point très important que je souligne et sur lequel je suis très attentif, c'est qu'on les rend plus fiers. Elles sont fières de ce qu'elles font. Elles sont fières parce qu'elles se disent c'est moi qui ai eu l'idée, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai réussi à le développer, c'est moi qui ai réussi à le mettre en œuvre, c'est moi qui ai déployé auprès des clients. Et en plus de ça, ça marche, c'est très bien. Et si ça marche pas, bon, ok, c'est de ma faute, mais j'ai un processus d'amélioration continue qui fait que je vais quand même essayer de faire ce qu'il faut pour que ça marche. Et puis après, il faut parler aussi des choses plus difficiles, qui est, de temps en temps, ça ne marche pas du tout. Et là, on a le droit à l'erreur. C'est-à-dire, ok, on arrête. C'était une mauvaise idée, mais c'est pas plus grave que ça, parce qu'on va construire autre chose. C'est aussi comme ça qu'on construit l'engagement. Clairement. Et du coup, est-ce que tu vois est-ce que ça a un impact aujourd'hui déjà sur la culture de l'entreprise au sens plus large? C'est-à-dire ce que vous menez là ici, est-ce que vous avez le sentiment que ça commence à drainer des initiatives ailleurs? Alors ça, c'est une question. Merci pour cette question parce que ça fait partie aussi de mes, en tout cas moi, de mes leviers de motivation propres. Pour avoir une orientation un tout petit peu plus personnelle. Donc je l'ai dit dans mon introduction, moi je suis là depuis un peu plus de 5 ans. Je découvre une modalité, une culture assez différente de celle que je connaissais auparavant, même si on parle de banque, et donc je m'y suis retrouvé quand même sur le fond, mais la banque de détail en France, qui est maintenant Banque commerciale en France de BNP Paribas, elle a une position et un statut très particulier dans le groupe BNP Paribas. Pour le moment, je ne connais pas le groupe finalement, je ne connais pas. Mais ce que j'ai perçu en arrivant, c'est que il y a une attention de tous les instants du groupe sur la banque commerciale en France, parce que c'est finalement le marché de la maison mère. Et historiquement, c'est là que BNP et Paribas se sont d'abord construits. Et même si ça représente plus que 15% du résultat, c'est une attention de tous les instants. Et pas seulement pour la SA, mais pour le groupe BNP Paribas. Et donc il y a à la fois... Et puis en plus de ça, on a une grande partie des membres de la direction générale du groupe qui sont passés par la banque commerciale en France. Donc il y a une vraie proximité managériale en plus de ça entre le groupe et cette entité. Et en même temps, cette entité, et je le dis sans polémique, c'est une perception, elle a vécu assez longtemps en essayant de se distancier, en disant mais moi finalement parce que je suis le marché de la maison mère, je peux faire un peu, non pas comme je veux, mais c'est normal que je sois un peu différent. Et moi, j'arrivais dans cet environnement où, d'abord, la mission qu'on m'a donnée, c'était, il y a non pas d'alignement, mais
de soutenir une démarche plus commune avec le groupe à l'alignement, et on lançait ce plan stratégique, et la Banque de détail en France devait en faire partie, et donc ça faisait partie clairement de ma propre feuille de route. Et puis par ailleurs, je trouvais assez sain, et là encore on va revenir, et je vais donner des exemples concrets de dire, mais à partir du moment où il y a une forme d'alignement qui s'opère, est-ce que nous-mêmes on peut pas contribuer au groupe, au lieu de se dire à chaque fois ce que le groupe nous dit, oui c'est bien et on est obligé de le faire, mais on a toujours de meilleures idées. Et en fait, ce qu'on est en train de faire, on est complètement en train de renverser les choses depuis plusieurs années sur plein de sujets, et pas seulement sur l'agile, qui est de dire l'alignement d'abord, il satisfait le groupe parce que finalement c'est mieux. Et puis en plus de ça, cette année, là on a annoncé les résultats. La France, elle contribue très significativement aux résultats du groupe, plus que jamais. Et les résultats de la France ont été reconnus à l'échelle du groupe et vis-à-vis des analystes. Mais d'autre part, maintenant le groupe il dit, mais finalement sur un certain nombre de sujets, vous apportez des idées, vous êtes en anglais on pourrait dire des early adopters. Mais comme vous le faites avec une certaine forme d'alignement, oui, on peut en profiter pour aller plus loin. Donc je donne un exemple très concret sur l'agile. Sur l'agile, c'est très évident. Dans l'agile, il y a des méthodes. Donc nous, on a un set de méthodes. On va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Et par contre, moi, je suis très attentif au fait de dire, tiens, s'il y a de la méthode, il faut former les collaborateurs. Ça s'improvise pas. La méthode agile, c'est très compliqué. Donc nous, on est allé vite, on a fait un premier set de formation, on forme les collaborateurs, c'est pas complètement évident. On a vu qu'il y avait un certain nombre de choses à améliorer, et on a dit on va rendre plus industriel cette logique de formation, parce qu'il va y avoir quand même, mine de rien, 2000 collaborateurs à former à terme. Bon, là, la première étape, c'était 500, mais à terme, c'est 2000. Et la logique, elle a été de dire, OK, on va lancer un appel d'offres, mais cet appel d'offres, on va pas le faire tout seul. On va le faire avec RH Group. Parce que à terme, potentiellement, c'est pas la banque commerciale en France qui va passer à l'agile. Là, j'ai oublié de le dire dans mon introduction, mais cette démarche agile et cette volonté de l'agile, elle venait aussi du top, directement de Jean-Laurent Bonnafé, il y a un peu plus de 2 ans, qui a dit ça serait important de se mettre à l'agile pour que l'orientation client, elle soit encore plus diffusée dans toutes les strates de l'entreprise, et notamment dans les sièges, dans les fonctions de siège. En faisant cet appel d'offres, c'est pas la RH qui est venue nous trouver la RH Group qui est venue nous trouver pour nous dire, tiens, ça serait bien qu'on fasse l'appel d'offres. C'est nous qui avons proposé, si vous voulez, on fait l'appel d'offres, mais vous y participez, vous participez à la conception de l'appel d'offres, vous participez à la validation, et puis comme ça, vous pourrez réutiliser une grande partie pour d'autres, ça. Et donc, ce sujet-là, oui, bien évidemment, on contribue. Sur des sujets plus technologiques, de dispositifs, on a eu une idée assez formidable dans le courant du plan précédent, qui était on devait revoir complètement notre dispositif d'interaction client. Et donc, au lieu d'embarquer les 1000 collaborateurs du CRC, on a embarqué les 20 000 collaborateurs qui étaient en interaction avec le client. Ce dispositif-là, qui est un mixte d'organisation, de technologie, de pratique, de relations avec un fournisseur privilégié, on a été le premier à le faire. À l'intérieur du pôle retail banking, donc avec d'autres très grandes banques du groupe BNP Paribas, les Belges, les Italiens, c'est intéressant. Et en fait, ils sont en train de suivre nos pas. Alors, avec plus ou moins de difficultés, en ce moment, il faut se dire les choses, c'est un peu plus compliqué pour les Belges que pour nous, sur ce sujet spécifique, je ne parle pas de la banque en général, mais on trace une voie. Et moi, mon sujet, c'est pas de tracer la voie partout, il faut pas qu'on soit les premiers partout, mais là où on a une transformation, et une transformation positive, oui, on apporte au groupe. Les transformations positives, t'as raison d'utiliser ce mot-là, parce que souvent, on assimile la transformation à quelque chose de négatif, mais en fait, c'est pour du mieux qu'on se transforme. En tout cas, qu'on essaye. Pour toi, si on revient un petit peu à ce que vous avez fait sur l'agile, en quoi ça va répondre aux enjeux actuels de transformation du travail? On sait, je l'entends partout, je l'entendais encore hier, dans un sommet de DRH, qu'une des attentes fortes, qu'un des enjeux forts de 2022, mais j'ai envie de dire des années devant nous, c'est la posture managériale, et c'est la mise en responsabilité, l'autonomisation, etc. C'est aussi quelque chose qui a été accéléré avec le Covid. Pour toi, qu'est-ce que ça dit du futur de la posture managériale et des valeurs du travail demain?
Euh, il y a le sujet de valeur, mais je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, le valeur ou la posture ou le principe d'autonomie. Je pense qu'effectivement, cette recherche de plus grande autonomie, elle est forte. Et puis elle est d'autant plus forte que c'est pas complètement évident pour un talent, pour un collaborateur, pour les nouvelles générations de dire tiens, je vais aller chercher de l'autonomie dans un groupe international où il y a 200 000 collaborateurs. C'est un peu contre-intuitif. Ouais. Or, nous, on va avoir besoin et on a besoin d'avoir les meilleurs talents pour continuer de développer le groupe BNP Paribas au service de la société et de ses clients. Et dans des métiers qui dépassent même le strict cadre bancaire. Et donc, Agile, il faut pas tout mettre à la sauce Agile, mais que tu m'orientes là-dessus. Et donc, Agile fait partie de différents leviers qui permettent de nous améliorer là-dessus. Ils permettent de nous améliorer sur quoi? Je viens de le dire, ils nous permettent de nous améliorer sur l'autonomie. Quand on dit que maintenant l'entité, la cellule de responsabilité, c'est une cellule d'une douzaine de personnes. 12 personnes, c'est rien sur l'échelle du groupe. Ouais. C'est rien sur l'échelle du groupe. Dans un ensemble d'une tribe qui peut représenter 150 personnes et qui est dans son approche budgétaire qui est totalement autonome. Hein. C'est au début d'année, on lui donne son budget. La tribe, on lui donne son budget. Et après, il se débrouille à l'intérieur de la tribe et avec les différents, ce qu'on appelle les product owners, donc les patrons de squad, pour dire, voilà ce que je vais faire le trimestre prochain. Alors, bien évidemment, challengé par les métiers, et c'est eux qui décident sur la base de critères. Donc ça, ce sujet d'autonomie, et je l'ai dit tout à l'heure, hein, par la mesure de l'engagement, on le voit, c'est très très fort. Après, il y a un deuxième sujet qui est qui pour moi est très important, et je voudrais passer une minute, enfin peut-être un tout petit peu de temps là-dessus. C'est une squad, c'est une équipe pluridisciplinaire. Son objectif est polyvalent, mais chaque personne à l'intérieur de la squad, chaque collaborateur, chaque équipier à l'intérieur de la squad, il a une compétence, il a un rôle, il a une expertise. Et donc c'est pas de la polyvalence en tant que telle. On s'appuie très fortement sur les compétences de chacun. Par contre, ce qui est très fort, c'est que cette compétence, elle interagit avec plein de compétences autour. Donc là, on est complètement en train de changer le modèle d'interaction interne, qui était, dans le modèle hiérarchique, l'expert du marketing, qui voyait à côté de lui, il voyait l'expert du marketing. Là, aujourd'hui, l'expert du marketing, il voit un développeur informatique, il voit un juriste, il voit un gars des process, il voit un gars qui fait des études clients, il voit un représentant du réseau pour avoir le feedback des clients et des collaborateurs. Il est dans un écosystème qui n'a rien à voir. Il n'est plus avec son écosystème avec lequel il était bon. Il voit d'autres. Et il s'ouvre énormément à ça. Et ça, je pense que c'est un sujet sur lequel on est en train d'énormément de progresser. On est en train d'ouvrir alors je parle un peu comme un ancien combattant, des parcours de carrière très différents, en disant, mais si on t'accompagne, tu peux bouger et apprendre de nouveaux métiers. Et tout le débat qu'on va avoir, notamment dans le plan de transformation qui arrive, est de dire, OK, vous rentrez dans une banque, il y a une trame générale, mais on va vous offrir une diversité de métiers extrêmement différentes. Et l'agile peut servir à ça comme un contributeur parce que l'équipe en tant que telle, tu travailles avec des gens avec lesquels tu n'avais pas l'habitude de travailler. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ouvert. Ça, c'est le deuxième truc. Le troisième truc, alors ça, c'est pas de l'agile, mais je suis obligé de le dire, c'est la quête de sens. Hein. Ouais. C'est si on n'apporte pas du sens, si on dit le truc c'est juste pour pousser des produits aux clients, on va avoir du mal avec les talents, on va avoir du mal avec les nouvelles générations. Alors, ça tombe bien, c'est pas du tout ce qu'on a envie de faire. Et le plan de BNP Paribas qui vient d'être annoncé, il y a de la croissance, il y a de la techno, mais il y a de la sustainability. Hein. Il y a de la responsabilité sociétale auprès du monde dans lequel on vit. Hein. Et ça, c'est pas un discours, hein, c'est la vérité. C'est un truc très organisé, très pensé. Et là encore, dans le cadre de l'agile, nous, voilà, un exemple parfait qui rejoint toutes les questions que tu viens de poser. Ces sujets de sustainability, de développement durable au sens large, de représentation sociale, ils sont
extrêmement important. On a vis-à-vis du groupe, c'est fondamental, et donc nous, on a une équipe qui s'occupe de ça. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi, Delphine. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.